Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent. Salut Franck. Aujourd'hui, on va discuter des utilisateurs. Parce que quand même, c'est pour eux que le projet Odoo est fait au final. Et c'est parfois des personnes qui sont pas toujours suffisamment impliquées. On va ordonner un petit peu cet épisode en 3 phases. Donc on va parler des utilisateurs avant le projet, pendant le projet et après le projet. Donc qui sont les 3 phases où il y a différents rôles que les utilisateurs peuvent avoir. Et avant de démarrer, la dernière fois, on a parlé d'email et on n'a peut-être pas suffisamment expliqué d'où venait Redner. Oui, c'est exact. Je pense qu'on a même carrément oublié de dire que Redner, c'était quelque chose qu'on avait écrit. Et je pense qu'on l'a pas dit. Donc voilà, donc c'est fait. C'est nous les auteurs de Redner et on le maintient et c'est un projet open source. Et on a évidemment une offre d'hébergement qui vous permet de ne pas du tout se prendre la tête et d'utiliser tout simplement l'outil sans avoir à en faire la maintenance ou la gestion. Et je voulais aussi préciser que en fait, dans cette offre, le premier palier est gratuit. Donc on peut tout à fait tester la solution et même l'utiliser du moment qu'on ne dépasse pas un certain volume. Je crois que c'est une centaine de mails par mois et ça, c'est gratuit. Bah, contactez-nous si vous voulez essayer Redner. Projet open source, ce qui veut dire qu'il est aussi disponible sur GitHub pour les plus geeks qui nous écoutent. Pas tout, parce qu'il y a certaines technos qui sont pas totalement libres, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, si vous voulez essayer Redner pour envoyer des emails en MJML dans un super format pour être sûr qu'ils arrivent, et aussi faire du templating PDF avec Odoo en passant par des modèles ODT, tout en ayant un moteur hyper performant, c'est ça Redner. C'est une évolution, ça vient de Pi 3o avant, ça vient d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a pas mal d'intégrateurs qui nous sollicitent par rapport à ça. Donc, si vous êtes intégrateur, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, les utilisateurs. Les utilisateurs, je voulais en parler parce que, bien souvent, les projets ERP, c'est des projets qui coûtent cher, qui sont décidés par, des DSI, qui sont décidés par, des dirigeants et parfois, souvent même, d'ailleurs, les utilisateurs peuvent, être mis un petit peu de côté ou oubliés tout simplement lors du choix de la solution et c'est très dommage parce qu'on va avoir besoin d'eux pendant la phase de projet et surtout, c'est eux qui vont utiliser la solution, une fois que le projet, sera terminé. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à force, d'expérience, maintenant, on essaye d'identifier les fameux utilisateurs clés qui, sont les personnes, en fait, qui vont fabriquer le projet, avec nous et ces utilisateurs clés, moi, je pense qu'il faut, les embarquer, avant même que le projet soit vraiment décidé. Oui, d'ailleurs, tu me faisais penser à quelque chose tout de suite là comme ça. C'est qu'en fait, tu sais, quand on dit qui sont les acteurs, quand on fait l'analyse, qui sont les acteurs, on a évidemment les enjeux de l'ERP, c'est souvent du point de vue de la direction d'avoir une meilleure vision d'ensemble, un meilleur reporting, de fluidifier la communication entre les diverses branches de la société. Enfin voilà, des choses de haut niveau qui sont extrêmement importantes et qu'on cite évidemment régulièrement comme étant l'un des bénéfices de l'ERP. Et souvent, on a tendance à oublier que l'utilisateur final, ça va être aussi la personne qui va répondre au téléphone et qui va devoir rentrer dans le système chercher une information. Et pourtant, au jour le jour, c'est souvent elle
cette personne-là qui est le plus souvent dans l'outil et donc finalement, on a besoin quand même, qu'elle, elle soit impliquée, qu'elle soit présente et que l'outil se mette pas en travers de son chemin avec des règles de gestion, qui lui imposent de remplir, 15 codes analytiques parce qu'on en a besoin dans le reporting à la fin, quoi. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'il y a un sujet, autour de l'UX du coup, hein, donc l'expérience utilisateur qui est, pas du tout, à négliger. Je pense qu'avec Odoo, on a quand même un produit où l'expérience utilisateur, elle est plutôt, de bonne qualité, en tout cas, on est sur un produit qui est moderne, qui est facile d'utilisation, où l'utilisateur peut, s'y retrouver un peu, facilement. Contrairement à d'autres systèmes où, si tu as pas, la formation, tu sais rien faire. Donc ça, c'est sûr que c'est une évolution, je pense, positive. Même si pour être tout à fait honnête, sur les systèmes AS400, avec, des gens qui savaient, maîtriser, les codes, tout au clavier, ça pouvait être hyper performant, quoi, hein. Hyper performant, mais il y avait moins c'était moins intuitif. Il fallait quand même connaître par cœur un certain nombre de touches de fonction pour savoir ce qu'elles allaient faire. Tout à fait. Comme sur SAP, hein, c'est pareil, hein, il y a des codes de transaction, si tu les connais pas, ça va être, compliqué, de faire, quoi que ce soit. Ceci dit, dans Odoo, je pense qu'une toute petite formation, une petite vidéo de présentation générale de Odoo que tu pourrais faire, tu vois, pour, présenter, finalement les vues standards, les vues listes, les vues formulaires, comment je recherche, comment je sauvegarde une recherche, toutes ces choses-là. Je pense que ça peut bénéficier à beaucoup de gens parce que c'est certes intuitif de faire une recherche, mais pas forcément autant que ça, de la sauvegarder, de la partager, de la réutiliser. Ouais, c'est vrai, mais tu as raison. En plus, c'est souvent ça que je montre en démo, hein. C'est, ce que j'appelle, voilà, les bases, en fait, d'Odoo et les éléments différenciateurs d'Odoo par rapport aux autres solutions qui sont justement, tournés, vers l'utilisateur et son utilisation et donc ça passe par, toutes les vues que tu viens de citer, les moteurs de recherche et cetera. Quand on démarre une recherche de solutions, de type ERP, il faut faire attention à pas user aussi ces utilisateurs parce que, on peut pas les solliciter avec, des démos sur, tous les outils du marché. Donc la personne qui va être en charge quand même du choix de l'ERP, elle doit être là pour, faire le lien et à la fois impliquer, les personnes, qu'il faut et à la fois, pas non plus user ou inquiéter, les équipes. On marche quand même sur un fil, hein, lors de cette étape-là et donc moi je pense que, quand on cherche une solution ERP, on doit être pragmatique, sur les besoins de l'entreprise et comment une solution, peut y répondre et il faut faire, on va dire, un top 3 au maximum, vraiment, 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 vraiment et il faut pas chercher à sélectionner des dizaines de solutions, on se perd. Vous bataillez avec les intégrateurs éditeurs de ces 3 solutions et ensuite vous essayez d'identifier les utilisateurs clés qui vont vraiment être amenés à travailler sur cette solution et aussi, certaines personnes qui peuvent, être plus inquiètes que d'autres, qui sont dans des situations particulières, et qu'il faut, rassurer. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je fais un petit peu une aparté là, mais toi, tu pars du postulat, tu vois, instantanément que quand je recherche une solution, je vais finalement, prendre 3 intégrateurs de 3 solutions différentes pour pouvoir comparer des solutions. Il nous arrive, parfois d'être, à l'inverse, en concurrence avec 3 intégrateurs Odoo parce que l'utilisateur s'est déjà dit: «Je prends Odoo» et en fait, moi, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que, tu vois, ça revient exactement à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que l'utilisateur, déjà, tu dis: «Je l'enferme dans Odoo». L'utilisateur final, lui, il va se dire tout de suite: «Bon, bah, finalement, c'est Odoo, Odoo ou Odoo». Donc déjà, OK, je dois choisir l'intégrateur, mais déjà l'outil, je le choisis pas. Et là, tu vas peut-être déjà dans un piège qui est, ton utilisateur, il va se dire: «OK, mais moi j'aurais peut-être, préféré une autre solution» ou en tout cas même à l'inverse, juste j'ai pas pu choisir. Je subis quelque chose. Ouais, bah, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet, connexe puisque, quand on présente les solutions, aux utilisateurs, bon, bah, voilà, chaque intégrateur va apporter, sa patte, sa touche. Mais, je pense qu'en effet, le choix de l'intégrateur, si jamais, la solution, c'est, Odoo par exemple et que, le client souhaite, mettre en concurrence plusieurs intégrateurs, il faut en choisir un et pas 36 pour les présenter aux utilisateurs. Moi, j'ai rencontré, une situation justement, récemment pour, un de nos clients. Moi, je pose la question en fait, à mon interlocuteur pour lui dire qui sont les personnes, clés, dans le projet et c'est quoi leur profil, c'est quoi leur situation, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leur passé, qu'est-ce qu'elles font? Et donc là-dedans, il me dit: «Bah oui, c'est vrai, on a quelqu'un, ça fait 20 ans, qu'elle utilise, le même logiciel de comptabilité, donc pour elle, ça lui fait peur de changer, quel que soit en fait, le logiciel et donc moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est, de faire une démo, spécifique pour cette personne-là, avant de faire, une présentation générale pour désamorcer, les inquiétudes de cette personne et de façon à ce que, bah, quand on va faire une, réunion de présentation
global, on n'ait pas, des débats qui se mettent en place. D'ailleurs, c'est un truc, qui est néfaste, bien sûr pour nous, lors de la vente, on va dire, mais pour le projet lui-même, il faut en fait désamorcer les débats avant de faire, la restitution, la démo finale. Il faut désamorcer les débats. Donc il faut identifier les débats qu'il peut y avoir, les inquiétudes qu'il peut y avoir et du coup, quand on est après, en phase de démo, sur les utilisateurs clés, les utilisateurs clés qui avaient des inquiétudes, vraiment, particulières, ils vont pas pirater, ce moment-là et donc ça va bien se passer. OK. Ouais, ça, c'était un peu tout l'avant-projet, et c'est vrai que, ouais, c'est des trucs qu'on a pu vivre, régulièrement, hein. Le L'utilisateur qui freine des 2 sabots parce que, il a peur que, le nouvel outil, donc Odoo, ne soit pas à la hauteur de ce qu'il a vécu. Il y a une gestion du changement à faire effectivement et c'est utilisateur par utilisateur qu'il faut le faire. Il vaut mieux éviter de faire ça dans une plénière, on est bien d'accord. Une fois que, le projet a démarré, il faut mettre, les utilisateurs clés et les utilisateurs finaux au centre du projet. Ça veut dire que déjà, voilà, bon, normalement, c'est quelque chose qui nous paraît naturel, mais qui est peut-être pas naturel pour tout le monde. Ce qu'on appelle les utilisateurs clés, c'est, des gens qui sont un peu sponsors sur le projet, qui parfois peuvent avoir des responsabilités et c'est eux, en fait, qui vont faire le lien avec, les utilisateurs, finaux. D'ailleurs, c'est sur eux qu'on va s'appuyer à la fin, habituellement, pour faire tout ce qui est formation, des utilisateurs, finaux. C'est souvent demandé, mais c'est rare que ça arrive, de mon expérience, que l'intégrateur s'occupe, totalement, de la formation des utilisateurs, finaux. Et souvent, c'est des possibilités de catastrophe, quoi. Il y a moyen vraiment de se casser la gueule. Ces moments de formation, en fait, il va y avoir beaucoup d'attentes et surtout aussi, les utilisateurs, ils vont avoir des questions métiers sur lesquelles un consultant intégrateur aura pas forcément les réponses. Mon conseil, ça serait de dire: «OK, les formations, idéalement, il faut les faire en binôme avec un consultant, fonctionnel de l'intégrateur et l'utilisateur clé». Ça, c'est déjà inclure l'utilisateur. Clairement, ton utilisateur, clé, comme tu disais, il est dès le début du projet, il est là, il le comprend, il le modèle, donc il, prend en compte, comment il va l'utiliser lui dans sa vie de tous les jours et a priori, effectivement, lors des phases de recette, il est censé, s'être approprié l'outil et le comprendre suffisamment intimement pour pouvoir l'expliquer et le vendre, j'allais dire, à ses collègues. Parce qu'il a compris les process, il les a modelés et donc, il explique à ses collègues pourquoi l'ancien process était comme ça, mais pourquoi le nouveau va être mieux parce que c'est lui qui l'avait réfléchi et que ça résout tel et tel problème que lui, il avait tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que, l'utilisateur clé, comme tu l'as dit, il faut qu'il vende le projet et encore une fois, de toute façon, là, on n'est pas dans un processus commercial. Le projet, il a été vendu, maintenant, l'idée, c'est que le projet, il faut qu'il réussisse et si on veut qu'il réussisse, en effet, il faut réussir à embarquer les utilisateurs clés. Pour ça, bah, il faut trouver des gens qui sont, voilà, un petit peu curieux, des gens qui ont envie que ça bouge, des gens qui connaissent bien l'entreprise et sur qui on va pouvoir s'appuyer, qui eux, vont aider, l'équipe projet, à communiquer avec, les utilisateurs finaux. En tout cas, nous, ce qu'on fait dans notre méthodologie, c'est que, il y a des moments de démo pendant le projet qui vont permettre d'informer les utilisateurs sur, l'outil, qu'ils vont utiliser dans le futur et à quoi il va ressembler. Parce que le truc qui est destructeur souvent, un projet ERP, c'est toujours, 6 mois, 1 an de travail, tu vois? Et donc, le pire qui puisse arriver, c'est, les utilisateurs qui entendent des bruits de couloir, comme quoi il y a un changement, de logiciel, qui est en cours et puis, ça bataille et puis, on entend dire que c'est compliqué, on entend dire que c'est dur, on entend dire qu'on ne sait pas quand c'est que ça va arriver, on entend dire que ça va foirer, bref, tu vois? Et donc là, tu laisses les mecs dans le noir, c'est la panique à bord et le jour où tu balances le consultant tout seul devant, 15 personnes parce que tu as dit: «Bon maintenant il faut former tout le monde», et ben là le mec il se fait bouffer, hein. Il se fait manger et après tout le monde est déçu et après, tout le monde pleure et après, c'est la faute de l'intégrateur. Et oui, mais ce qui n'arrange rien du point de vue du client parce que le client, lui, il a quand même, clairement, toi, en tant que client, tu as besoin que ça marche. Tu as choisi un outil, tu as investi dessus, tu as passé, un certain temps, hein, là tu disais 6 mois, mais ça même si tu as passé que 3 semaines et que c'est un petit projet, ça change rien au problème. À ton niveau, tu as quand même choisi un outil et tu as investi du temps et de l'énergie et tu aimerais bien que tes utilisateurs, au lieu de jeter le truc en mode, «C'est nul, j'ai pas envie de regarder», se disent: «OK, je vais voir comment ça fonctionne et je vais y aller, quoi». Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en tant que dirigeant d'une entreprise, tu as choisi ton outil, donc là, dans ce cas-là, on part du postulat que tu as choisi Odoo parce que tu penses que ça va t'apporter quelque chose pour toi.
Ça va t'apporter, une plus grande efficacité, un meilleur reporting ou que sais-je. Et il faut pas oublier, qu'est-ce que ça va apporter à mes utilisateurs? Montrer à l'utilisateur dans sa vie de tous les jours, OK, voilà, qu'est-ce que ça va te faciliter? Quels sont les process qui vont aller plus vite? Quels sont les process où tu sais que, OK, c'est nouveau, il y a plus de choses à faire, mais par contre, tu auras une bien meilleure qualité à la sortie, tu vois? Des choses comme ça et il faut pas oublier parce que tu as toujours plusieurs plans qui se mettent dans un projet de RP qui sont les enjeux pour la direction et les enjeux pour les utilisateurs, à minimum et c'est pas les mêmes plans. Bon après je pense qu'il y a beaucoup de directions qui sont tout à fait conscientes, hein, qu'il faut embarquer ses utilisateurs, hein, ça j'en suis convaincu. On peut parler aussi d'un cas, qu'on est en train de traiter, actuellement, où, on a un client qui, a fait, beaucoup de développement, en autonomie, pour, répondre à un besoin de croissance de l'entreprise. Donc voilà, c'est une société qui a absorbé, une autre société. Du coup, ils ont fait, leur développement sans faire d'études préalables, sur, l'UX design, c'est-à-dire, en fait, le parcours utilisateur, et cetera et aujourd'hui, ils ont un truc qui, sur le papier, fonctionne. Si tu connais parfaitement tous les chemins, ouais. Voilà, ils ont fait attention à pas le diffuser encore parce qu'ils sont conscients que leur truc, il est, trop compliqué, à utiliser et donc ils ont fait appel à nous pour que, on repense le module de façon à ce que, l'adoption par les utilisateurs, et ben, elle soit, plus facile. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Et moi, tu vois, ça me fait penser à autre chose que j'ai vécu par ailleurs, il y a plus longtemps déjà, mais que j'ai quand même vécu sur un certain nombre de projets. Je reviens sur ma petite marotte, tu vois, la séparation un peu entre les buts, 1 vécus par la direction et les buts, réels de l'utilisateur. J'ai eu plusieurs fois des cas où en fait, tu avais un projet, il nous était demandé de mettre plein de règles de gestion pour, justement garantir la qualité à la sortie et donc, il y avait plein de champs obligatoires, plein de règles de gestion qui bloquaient, des workflows hyper complexes avec une validation par, plusieurs niveaux, oh là là et en fait, à la fin, assez rapidement, tu te rends compte que l'outil, il est quasi inutilisable parce que, bah, tu as, comme tu dis, tu as 10 000 clics et puis, en fait, le process est rigide, complexe et l'utilisateur se perd dans son process. Il se retrouve dans des situations où il y a que toi, parce que tu connais intimement le projet, qui comprend, mais par contre, c'est pas du tout intuitif et le mec, il se retrouve dans une branche de workflow où il dit: «Zut, comment je fais? Je suis coincé, j'ai plus la main». «Ah oui, tu as plus la main parce que maintenant, c'est tel validateur qui doit faire». «Ah ouais, mais un tel, il est en vacances, comment je fais?» «Ah oui, mais les gars, on vous avait dit qu'il fallait gérer des groupes de validation, vous avez pas voulu, vous avez pris que des utilisateurs uniques». Bon, bah, quand le gars est en vacances, tout est bloqué, il y a plus que l'administrateur qui peut vous sortir de ça. Tu vois? Et en fait, ça, c'est juste parce que tu as d'un côté un but qui était, la qualité, et on va tout contrôler et il y avait le but, de, faciliter la vie de l'utilisateur au jour le jour. Ça avait été moins pris en compte, quoi. Je vois tout à fait de quoi tu parles et tu sais comment ça finit ça? Ça finit par personne n'utilise l'outil et on fait du Excel à la place. Ah mais non, mais si, ils ont besoin d'utiliser l'outil absolument. Même je l'ai vécu sur d'autres technos, hein, de je ne citerai pas pour la peine, mais ça finit par le manager, il donne son login mot de passe à tout le monde et du coup, bah, tu perds, tout le bénéfice, de l'ERP parce que, tu perds toute, traçabilité et cetera. Projet, foiré parce que, tu as voulu faire quelque chose de trop rigide et du coup, les gens après ils sont obligés de tricher pour faire avancer la boutique et après c'est la cata. J'ai un exemple hyper concret qui me vient en tête. C'est une société, qui fabrique du gaz, à la fois en vrac et en bouteille et donc comme le système, il posait des difficultés, c'est-à-dire que tu as le camion du client qui arrive, il dit, «Je veux, 20 bouteilles de gaz, butane». Le magasinier, il a les 20 bouteilles devant lui, mais il arrive pas à les sortir avec le système, tu vois? Ouais, je vois très bien. Ah, il a pas le choix. Il va quand même le servir, tu vois? Il va le servir. Il va marquer sur un bout de papier qu'il a fait ça et puis il va se dire: «Je ferai ça plus tard» et cetera. Comme c'est une société multi-sites, et compagnie, les stocks, ils sont partis en vrille, totale. Résultat des courses, le contentieux client, ils ont grimpé en flèche. Ils ont été obligés de monter une cellule, contentieux à 10 personnes pour traiter, parce que toutes les factures étaient foireuses du coup et donc voilà, parce qu'ils avaient voulu faire quelque chose d'hyper rigide, qui laissait aucune liberté à l'utilisateur pour être sûr de bien tout maîtriser et en fait, bah, c'est l'inverse qui s'est passé. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Il faut toujours penser au process du point de vue de celui qui va l'appliquer, l'utiliser
et il faut quand même lui trouver un moyen qu'il arrive à faire son travail. Parce que le but de faire tourner ma société, c'est de faire en sorte que mes employés arrivent à faire leur mission et pas juste de les empêcher à tout prix. Donc, il faut trouver un équilibre. Et encore une fois, il y a aussi un truc qui fait partie, du boulot, pour embarquer les utilisateurs, c'est d'aller voir concrètement, comment ils travaillent. Moi, dans la phase d'analyse, je marque une phase d'immersion. C'est pas du temps perdu, tu vas dans l'entrepôt, tu regardes, voilà, comment, le mec, il fait une réception, comment il fait un picking, tu regardes la comptable, comment, elle fait, ses opérations et cetera. Ça te permet, vraiment, de quand même d'apprendre beaucoup de choses sur, la réalité du terrain, parce que si tu fais pas ça, bah, c'était hors sol et tu conçois un système mais tu as zappé que, il y avait des contraintes, physiques, que toi tu vois pas, quoi. Ouais, tu fais un système, virtuel, enfin un système, totalement déconnecté de la réalité, qui est joli dans le virtuel, mais qui reste virtuel, quoi. On est en train de faire peur à tout le monde là, hein, ça se passe bien les projets ERP, Non, mais c'est intéressant de le dire. C'est juste, en fait, ce qu'on rappelle, c'est qu'il faut aller, auprès de l'utilisateur, comprendre ce que l'utilisateur fait et c'est là que ça marche et c'est vrai que dans l'autre sens, on peut le dire. On a fait des projets où justement, on a vu, les utilisateurs, on a vu, comment ils fonctionnaient et c'est grâce à ça qu'on a réussi à finir le projet et à faire en sorte que tout le monde l'utilise parce qu'on a fait attention à pas prendre que le côté, j'insiste un peu, mais le côté direction qui me dit, «Oui, moi je veux un contrôle de gestion hyper blindé, mettez-moi, 12 codes analytiques obligatoires dès le début» et où, dans l'autre sens, moi je disais: «Non mais attendez, le gars qui va saisir la commande au téléphone, là, il peut pas se taper, 12 champs obligatoires parce qu'il est au téléphone avec l'utilisateur et quand l'un des champs obligatoires, il a pas l'info tout de suite, eh beh, il faut qu'il puisse continuer, il faut qu'il puisse faire sa commande». Donc, assouplissez un peu tout ça, quoi. Dans certains cas, c'est une bataille, mais je pense que c'est une bataille importante. Faut rappeler aussi que plus tu as de champs obligatoires à saisir, plus ça va être bloquant et long et à un moment donné, tu as choisi un ERP pour, faire en sorte que tes gars, ils aillent plus vite, pas pour faire en sorte qu'ils aillent plus lentement. clairement. D'ailleurs, on est en novembre 2024. L'actualité du moment, c'est Jiffy qui se casse la gueule, suite à un projet, de refonte du SI, qui a été, très douloureux, quoi, hein. Ouais, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait l'autre fois, je crois qu'on en parlait, on disait, les projets informatiques, ils ont pour vocation de rater et ils ratent très souvent. C'est pas une bêtise, c'est pour ça que c'est important de faire attention et de mettre de son côté le maximum de billes, intéressantes pour, le réussir ton projet, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas se raconter d'histoire. Les projets informatiques, c'est des projets, complexes, quoi. Les projets ERP, encore plus et la meilleure façon de les réussir, c'est justement, de garder les yeux, grands ouverts sur ce qui se passe, pas faire semblant que tout va bien, quoi, c'est clair. Yeah. Pararam, 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 pum, pui. Pararam, pum, pui. Paralie, mui. Pararam, paralie, mui. Pararam, pum, pum, paralie, mui. Pararam, pum, pui. OK, donc là, on a parlé de la partie les utilisateurs dans la partie projet, mais je pense qu'il y a aussi une partie qui est super intéressante, hein, c'est, la durée de vie de ton ERP une fois qu'il est démarré. Et là, je dirais que c'est même indépendant de Odoo, parce qu'on est Odoo centrique, mais, moi je l'ai vécu dans Odoo, mais je l'ai vécu dans d'autres outils. Je trouve que des fois, on réussit super bien son projet, on a une équipe projet motivée, tout se passe bien et puis, 4, 5, 6 ans plus tard, on s'aperçoit que chez le client, il y a eu beaucoup de pertes d'informations et que les gens, qui étaient là initialement sont partis parce qu'ils ont été promus, parce qu'ils ont trouvé un meilleur poste dans une autre société, tout un tas de choses comme ça et tu te retrouves avec une base utilisateur qui, elle, n'a quasiment plus aucune connaissance parce qu'il y a pas eu de transmission en interne et je pense que ça, c'est un sujet, important. D'ailleurs, bon, sur ces, projets qui vivent, après le projet, souvent il y a ce problème du savoir qui se dilue, qui finit par disparaître. D'habitude, ce qu'on fait, c'est que, on demande encore une fois alors, on se repose beaucoup sur les utilisateurs clés, mais bon, c'est pour ça qu'il faut trouver des gens, quand même vaillants et motivés. Parce que c'est pareil, il y a des rédactions de procédures, des rédactions de docs utilisateurs et cetera.
j'ai remarqué que, ce qui marchait le mieux, c'est, la bonne vieille fiche réflexe plastifiée A4 que, tu mets dans un tiroir, sur place, quoi. Bon alors maintenant avec le télétravail, c'est encore un autre délire, hein, mais, sinon, tu as quelqu'un qui arrive, il dit: «Ouais, comment il faut faire?» Paf, il sort, la fiche réflexe avec, les bases de ce que le mec il doit faire et moi j'ai trouvé que c'était ça qui était le plus efficace. Ouais, tout à fait, pour les opérations sur un poste de travail, ouais. En réalité, voilà, chacun fait, des petites touches. Il y en a un, il va faire des commandes, l'autre, il va faire des devis, tout le monde va un petit peu saisir ses temps, tout le monde va un petit peu saisir ses congés et tout ça. Mais, si jamais tu fais une fiche réflexe par tâche comme ça, le transmission du savoir, elle est facilitée. C'est-à-dire que, du coup, le chef de service, si jamais il se barre, il va pouvoir, accueillir le nouveau et lui dire: «Bah, tiens, pour le système, machin là, hop, tu vois, tu as 10 fiches réflexes là, elles sont là et du coup, si tu sais pas comment faire, tu te sers ici et puis, tout le monde sait que c'est ici et donc voilà. On a fait des projets où on a fait des vidéos à foison, on a fait des les gens, ils ont pas le temps, hein, de regarder des vidéos quand ils sont au boulot, hein. Non, clairement. J'ai une question un peu théorique, mais les fiches réflexes, tu penses de ton point de vue, c'est qui doit les rédiger? D'après moi, c'est l'utilisateur clé. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Idéalement, et normalement, il doit les faire vivre aussi. Parce que, les choses peuvent changer et donc, il y a besoin, de faire vivre aussi ça, quoi, hein. Après, moi, j'ai un autre exemple qui est un peu différent. Tu sais, moi, je suis plus, côté technique, développement. J'ai un client, qui développe des applications spécifiques verticalisées avec Odoo et ce client, en fait, donc il a choisi Odoo il y a 10-12 ans maintenant et en fait, on l'a formé, on a fait en sorte que ses équipes sachent développer avec Odoo et tout ça. Assez régulièrement, en fait, il avait, du turnover, des gens qui partaient et en fait, on en est arrivé à la conclusion, lui et moi, hein, d'ailleurs, qu'il lui fallait un accompagnement régulier qui, permettait justement de gérer le turnover. C'est-à-dire qu'au début, il voulait le faire en interne, il a essayé, mais ça marchait pas bien de faire la transmission et en fait, maintenant, l'arrangement qu'on a, c'est qu'on a un volant de jour, annuel, et on s'en sert pour, former, les nouveaux arrivants. Pour ne rien cacher, il utilise des alternants. Il les garde après, hein, il les embauche. Donc en fait, il prend des élèves, alternants et puis ensuite il les embauche et il les met en CDI et voilà, c'est pas juste un gars qui utilise que des alternants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une phase où ils arrivent en alternant, il faut leur apprendre, beaucoup de choses, aussi bien sur l'entreprise que sur l'outil de développement. Ça, c'était quelque chose qu'il savait pas forcément bien faire et il a décidé de nous le confier et en fait, on fait ça et ça permet de faire le lien et de faire en sorte que ces équipes soient toutes à peu près au même niveau sur l'outil, au fil des années, quoi. C'est sûr que, c'est une solution un peu idéale, hein, on va dire, de luxe, qui est pas toujours un luxe, en fait, parce que c'est toujours pareil. À chaque fois, on peut, voir, le côté, il faut dépenser de l'argent, mais souvent on a du mal à mesurer, le temps qui passe, par les ressources humaines, sur ce type de sujet et qui coûte, bien plus cher. Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, c'est la s peut-être on peut dire c'est la solution de luxe, mais en fait, quand tu regardes bien, au début, il avait choisi la solution, «Je fais tout par moi-même», ce qui nous allait très bien. On avait formé les gens pour ça. À chaque génération, on va dire, tu perdais un petit peu d'informations et il se retrouvait assez rapidement en l'espace de 3 ans, bah, il avait perdu, 40 de la connaissance et voilà, ça lui convenait pas. Lui, il avait encore la connaissance, mais par contre, les équipes terrain ne l'avaient plus et il s'en rendait bien compte et il avait pas envie de redescendre lui-même sur le terrain, former tout le monde sur tous les petits détails, surtout que bon, il maîtrisait pas tous les petits détails techniques, c'est normal, il y avait autre chose à faire dans sa vie. Est-ce que c'est une solution de luxe? Finalement, je pense pas, puisqu'aujourd'hui, bah, il a des équipes terrain qui sont efficaces, en permanence parce que, finalement, il fait un effort de maintenance de la connaissance. Totalement. En plus, là, on a le cas, qui est pas tout à fait la même chose, où on a un client, où, tout le savoir s'est concentré sur une personne et donc là, c'est un gros risque. Parce qu'en fait, donc là, le client, il était content de son système, on l'a laissé, il a dit: «C'est bon, je suis autonome». Il est autonome, c'est vrai, mais en fait, en interne, il a une personne qui sait comment tout marche et si cette personne elle est plus là, à mon avis, il faudra des dizaines, voire des centaines d'heures, pour, que quelqu'un, retrouve ce savoir. Elle redétricote tous les petits process qui ont été mis en place au fil des années, quoi. C'est ça, surtout quand on a des systèmes qui sont un peu complexes, hein. Les utilisateurs, ils ont un rôle à jouer, après le projet, hein, ça c'est certain, et aussi, il faut être à l'écoute, des feedbacks, hein. C'est pas parce que le projet il est livré qu'il faut arrêter d'écouter les utilisateurs et dire: «C'est bon, c'est fini». Idéalement, on sort une V1 quoi et puis, après, il faut, écouter les utilisateurs pour, faire des releases, pour, encore améliorer les process. C'est l'idéal.
Ouais, d'ailleurs, je reviens, ça me fait penser, dans l'épisode reprise de données et dans l'épisode, comment livrer son projet à l'heure, l'un des points qu'on avait dit, c'était pour livrer son projet à l'heure, en fait, on choisit explicitement de faire une liste de features qu'on va mettre, dans la release et on fait, une autre liste en fait où on dit: «Ça, c'est pour plus tard» et en fait, je pense que là, le pour plus tard, en fait, c'est important, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as tes utilisateurs qui utilisent le système, ils sont contents, ça tourne et ben, dans l'année qui suit ou dans la deuxième année qui suit la mise en place, c'est le moment en fait de réinvestir avec tes utilisateurs qui, eux, ont maintenant un vrai retour et connaissent l'outil, de repasser sur cette fameuse liste et de dire: «Bah, voilà ce que j'enlève parce que finalement, je m'aperçois à l'usage que j'en ai pas besoin et voilà ce que je confirme et voilà ce que je rajoute» et de faire finalement une sorte de V2. Alors, V2, ça veut pas dire un big bang où on recommence tout à zéro, hein. Ça veut juste dire maintenant qu'on a bien l'outil en main, que les utilisateurs l'ont bien compris et qu'ils en sont contents, ou pas d'ailleurs à certains endroits, ben, on va, améliorer ça et faire, quelque chose qui va encore mieux marcher, encore plus, faire, d'adhésion, quoi et je pense que ça vaut vraiment le coup de faire comme ça. Mais carrément, je suis hyper d'accord avec toi. On l'a dit, justement dans cet épisode de comment faire pour, livrer un projet à l'heure, bah, on a dit: «Bah, en fait, la seule solution vraiment qui fonctionne, c'est, sacrifier des features» et donc sacrifier des features qui justement sont un peu des goodies, des trucs qui sont pas indispensables, mais, que les utilisateurs, ils aimeraient bien. Et donc faire une première phase où tu maîtrises ton projet, tu livres à l'heure et cetera, bah, en fait, ça rassure tout le monde quand même. Et alors après, si jamais sur l'année qui suit, 1 fois tous les 2 mois, tu fais, des nouvelles, mises en prod de features qui avaient été demandées et qui servent les utilisateurs ou, des nouvelles features, qui ont été exprimées justement, bah, c'est là où l'adhésion, elle va vraiment être, très forte sur l'outil et donc c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Ouais, pour moi, c'est le mot de la fin, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, un projet, tu as la partie projet pur, qui est sur le moment, mais tu as aussi, finalement le run, qui est pas que du run, qui est aussi de la construction au fur et à mesure grâce à l'input de l'utilisateur et c'est là que tu les j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de parler juste de, «J'ai fait adhérer mes utilisateurs», c'est: «J'ai construit une équipe». J'ai une équipe qui est motivée, qui est soudée, qui connaît son outil, qui a réalisé qu'elle maîtrise son outil et qu'elle en contrôle un petit peu le destin et qu'elle sait pouvoir adapter ses process. Et ça, bah, ça te fait la meilleure équipe du monde, quoi. C'est des équipes soudées, efficaces et qui savent qu'ils ont les moyens de travailler et là, tu as gagné. Carrément, c'est vrai qu'une conclusion, c'est que, quand on met en prod, c'est pas fini. Il faut pas laisser tomber son ERP, il faut pas laisser tomber ses utilisateurs. Il faut continuer à être à l'écoute des utilisateurs et à continuer à améliorer un peu l'outil. Parce que sinon, après, bon, on va tomber, dans d'autres problématiques qu'on a déjà évoquées, notamment la dette technique, et cetera. Ouais, clair. Alors, c'est quoi le prochain sujet? C'est comment réussir ma reprise de données dans Odoo? Aïe, aïe, aïe. Voilà, reprise de données, ça fait partie des choses, qui sont souvent un petit peu, négligées, dans les projets. On pense souvent à comment on va faire pour, faire fonctionner la machine. J'ai souvent remarqué que c'était un peu, sous-évalué cette étape-là. On va voir comment on peut faire pour, refaire une reprise de données et puis aussi, on va peut-être donner quelques clés pour faire en sorte que ça coûte pas aussi cher que le projet. C'est pas faux. Salut Franck, à la semaine prochaine. Salut Florent, ciao. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ça soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.